On dira qu'après tout, il est assez simple de définir le vivant par ses propriétés, son aptitude à évoluer et se reproduire, à naître et mourir aussi. Mais si on se tourne vers ceux qui le bornent, on est obligé d'interroger immédiatement les sciences physiques et les sciences humaines et sociales. Les premières, parce qu'il a fallu que ce vivant, il y a quelques 3 milliards d'années, émerge du non-vivant. Comme il faut aussi admettre qu'il doit inéluctablement y retourner, vérité valable à plus ou moins long terme pour les individus comme pour les espèces. Et puis tout matérialiste, c'est mon cas, sait que le vivant est fait de matière et que par là, il relève aussi des sciences de la matière et pas seulement des sciences du vivant. Pour ce qui est des sciences sociales, on peut les considérer d'un point de vue biologique quand on parle de sociétés animales, tout en reconnaissant, si on se réclame de Darwin, l'évidence pour un biologiste que les sociétés humaines sont aussi des sociétés animales. Mais à moins d'être aveuglé par une passion anthropomorphique au point de voir un humain en tout animal, il saute à la raison que les sociétés humaines ont quelque chose de spécial. Il n'en reste pas moins que penser les questions posées par ce qu'il faut bien appeler notre condition humaine nous incite à comprendre, essayer tout du moins, ce qui fait de l'espèce humaine une espèce si particulière, sans renier notre animalité, je le répète, mais sans non plus nier que la richesse de cette condition, son tragique aussi, nécessite qu'elle ne soit pas réduite à la seule approche biologique, au détriment d'autres approches portées par les sciences humaines et au-delà par l'art ou la littérature. Bref, par tout ce qui est propre à cette espèce étrange, la nôtre. Alain Prochian. Donc merci d'être venu, vous n'êtes pas au semi-marathon, moi non plus, donc merci à l'invitation par Elisabeth et Jean-Philippe à venir ici aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de l'homme aujourd'hui, pas de l'humain, la journée de la femme, donc faut faire attention. Donc, je ne vais pas vous parler de l'humain aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des rapports entre la biologie et la physique. L'état machine qui veut, c'est un titre un petit peu ambigu que j'ai justifié dans l'annonce par Alfred Jarry. Et en fait, j'aimerais couvrir 3 questions qui me paraissent essentielles, je n'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais qui me paraissent assez importantes. La première, c'est la question de la place de la physique en biologie. Je vois qu'il y a beaucoup de physiciens ici, donc voilà. Et bon, je ne peux pas laisser toute la physique à Étienne Klein. Tout particulièrement la physique de la matière molle, qui est la spécialité d'Elisabeth Bouchot, comme chacun sait. Une seconde qui est liée à la première, c'est la nature du vivant. Et qu'est-ce que c'est qu'une théorie du vivant? Les physiciens se posent pas la question de savoir ce que c'est qu'une théorie. Il se trouve que pour le biologiste, c'est une question qui est plus difficile à traiter, donc on va essayer de montrer qu'une théorie du vivant ne peut pas être réduite à une théorie active dans le domaine de la physique, pour des raisons que j'expliquerai. Et puis, peut-être de façon plus ludique, on pourra s'interroger sur ce qui se cache derrière ce fantasme, qui est si bien illustré dans le Surmal d'Alfred Jarry, justement, d'être une machine. J'ai souvent discuté la question être et ne pas être un animal. En fait, dans la question de la place de l'espèce humaine dans les espèces vivantes. Mais aujourd'hui, ce serait plutôt une autre interrogation. Je remplacerai l'animal par la machine, être et ne pas être une machine. Premier indice que ce n'est pas la même chose, tout en admettant, comme dans le texte que Elisabeth Bouchot vous a lu en entrée, tout en admettant évidemment que bon, il y a quelque chose de spécifique au vivant, mais que malgré tout nous sommes des êtres faits de molécules et d'atomes,
et que d'une certaine façon, nous relevons quand même d'une approche par les sciences physiques et chimiques dans l'étude du vivant. Donc la place de la physique en biologie, je regarde ma montre, vous savez, ça va commencer, des gens qui peuvent penser que ça a commencé avec Descartes, même si au fond, de même que la physique moderne a commencé à la Renaissance, je dirais que la biologie moderne a commencé au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de la physique avant la Renaissance, ni de la biologie avant le XIXe siècle. Donc Descartes, la Renaissance. Et ce qui est assez amusant dans l'histoire de Descartes, c'est qu'il a commencé sa biologie par l'œil. On ne peut pas se poser la question, qu'est-ce qui serait passé s'il s'était intéressé aux odeurs, par exemple? Ça n'a peut-être pas été les mêmes conclusions, parce que l'œil, bon, évidemment, il y a ce truc, c'est une caméra, c'est vu sous l'angle quand même de la physique, et c'est plus simple de relier la biologie et la physique si on parle de l'œil. Mais si on parle des odeurs, c'est peut-être moins simple. Donc, je laisserai Descartes de côté, et je taperai directement sur ce que je considère, mais je ne suis pas le seul, hein, la plupart des historiens des sciences, je pense, seraient d'accord avec ça, que le grand siècle de la biologie, c'est le 19e siècle. Donc, si je commence par les gènes, simplement, par l'histoire de la génétique, bon, évidemment, il y a eu Mendel, hein, à aujourd'hui, pour l'histoire des gènes, c'est pas une histoire qui est terminée. Et la première, Mendel, bon, vous savez, c'est l'histoire des petits pois. La grande découverte de Mendel, il n'a pas découvert les gènes, bien entendu. Comme vous allez le voir, la nature chimique des gènes a été découverte et établie autour de 1945, en fait, par Avery, qui a découvert que c'était l'acide déoxyribonucléique, essentiellement. Mais il a découvert que des caractères pouvaient passer d'une génération à l'autre de façon discrète. Vous savez, les petits pois verts et ronds, ou bridés, etc. Donc, mais que ça pouvait sauter une génération, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des caractères qui étaient discrets et qui étaient séparables et qu'on pouvait retrouver à la deuxième génération, si on parle de L0, F1, F2. Donc, ça, c'est probablement d'ailleurs c'est des mathématiques très simples, hein, mais c'était probablement une observation tout à fait magnifique, même si, comme on sait, c'est tombé dans l'oubli. Je me suis redécouvert que tout début du XXe siècle, mathématiques très simples, hein, mais c'était probablement une observation tout à fait magnifique, même si, comme on sait, c'est tombé dans l'oubli. Je me suis redécouvert que tout début du XXe siècle, par en particulier De Vries, qui fut aussi un très très grand biologiste. Donc, la nature chimique des gènes, ça commence avec quelqu'un qui s'appelle Frédéric Micher, qui est né à Bâle en 1844, et qui travaillait dans un laboratoire qui était celui de Hochseiler. C'est en 1969 en 1869, excusez-moi, qu'il avait découvert la nucléine. Donc on est en pleine période de théorie cellulaire. Virchow venait de proposer l'adage « toute cellule naît d'une autre cellule ». Et Haeckel, vous savez, le grand évolutionniste allemand, qui n'a pas forcément de bonne réputation, et moi je l'aime bien parce qu'il était athée, a changé de position assez brutalement d'ailleurs en 1866, quand il écrit que le noyau contient tous les facteurs nécessaires à la transmission de l'hérédité. Donc c'est quand même une très vieille histoire, hein. C'est pour ceux qui pensent que ça a démarré avec Watson et Crick, ça nous vieillit d'un coup. Donc il y a eu plein de personnes très importantes, en particulier Walter Fleming, qui était un Pragois, et qui en 1878, sur la base de coloration spécifique des noyaux, à la suite de travaux d'un chimiste, un autre chimiste qui s'appelle Ehrlich, avait utilisé le terme de chromatine parce qu'en fait les noyaux prenaient un colorant particulier. Il avait même proposé, je crois, je suis sûr, que lorsque la cellule se divise, les cellules partagent cette chromatine entre les deux cellules filles. Donc, quelque chose qui aujourd'hui nous paraît très contemporain, mais qui finalement n'est pas si contemporain que ça. C'est Kossel, qui est né à Rostock, lui, en 1853, qui est le même patron que Micher, d'ailleurs,
et qui s'est intéressé à la nucléine dans une autre cellule, la levure, parce que bon, Michel avait analysé les bases dans le pus, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'antibiotiques, donc quand il y avait une blessure, on récupère plein de cellules blanches, c'était une grande source de noyaux. Et donc il l'a caractérisé, donc Kossel, qui a eu le prix Nobel lui en 1910 pour cette raison, qu'il y avait deux bases puriques et deux bases pyrimidines. Bon, ATGC, ça n'a pas vraiment d'importance. Pas tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est qu'ATGC, je pense que c'est pas très nouveau. Donc à la suite, c'est Theodor Levin, qui était un juif russe, qui est immigré aux États-Unis en 1891, qui a établi la structure linéaire de l'ADN. Ça a vraiment posé un problème parce que c'était une structure extrêmement longue, linéaire, TGC, blablabla, dans toutes les combinatoires qu'on voudra bien imaginer. Et c'était une molécule très simple, donc, 4 bases seulement. Donc c'était impossible, très difficile de comprendre comment un truc pareil pouvait coder, contenir de l'information. C'était un petit peu bizarre. Donc, et surtout, la longueur du filament collait mal avec le passage discret qui avait été annoncé par Mendel et redécouvert entre autres par De Vries. Donc, car on doit effectivement à De Vries d'avoir redécouvert en 1889, de nouveau, nous sommes encore en plein 19e siècle, une théorie de l'interaction entre le noyau et le cytoplasme, qui était très très proche de ce qu'on a aujourd'hui. C'était une théorie de pangénèse, en fait, où il disait que tous les noyaux avaient le même gène, mais que toutes les cellules n'exprimaient pas le même répertoire de gènes. Un truc extraordinairement contemporain dans l'idée qu'on peut avoir, c'était l'idée de totipotence, qui était très opposée à celle d'un autre grand biologiste de l'époque, qui s'appelait August Weismann, qui lui pensait que les cellules perdaient de l'information, et donc avec la lignée germinale qui gardait la totipotence. Donc c'était pas du tout la vue de Vries. Et puis De Vries disait aussi que les particules matérielles qui portent les caractères héréditaires voyageaient du noyau vers les autres organes du protoplasme, dans le cytoplasme, on verra aujourd'hui. Donc c'est une traduction moderne d'un concept assez simple, qui est le concept d'ARN messager, qui effectivement transporte l'information du noyau vers le cytoplasme. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est une vieille affaire. C'est une vieille affaire, et qui est en même temps, on ne connaissait pas véritablement la nature chimique des gènes. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était ça, mais on n'en était pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que les gènes c'était des protéines. Et quand Thomas Morgan à Columbia en 1905, sur la base de travailler sur la mouche drosophile, qui, comme vous savez, est un des outils vénérés par les généticiens. Enfin, maintenant, on est plutôt dans la souris, mais enfin, on fait encore beaucoup de mouches, puis du poisson, il y a plein de trucs, c'est un zoo, on est laboratoire. Bien, il regardait les taux de recombinaison entre les caractères, pas les gènes, les caractères, et en fonction de la fréquence des recombinaisons, il décidait que le caractère était à une certaine distance. C'est-à-dire plus les caractères sont loin, et plus ils peuvent se recombiner facilement. Parce que s'il y a deux caractères très proches, la probabilité d'avoir une combinaison est plus faible. Donc il a inventé l'idée de distance entre les caractères, entre les gènes, qui s'appelait évidemment le centimorgane, puisqu'il s'appelait Morgan lui-même. Mais ce qui est tout à fait frappant dans cette affaire, c'est qu'il l'a fait indépendamment, si vous voulez, de la connaissance de ce qu'était la nature chimique des gènes. En fait, la nature chimique des gènes a été découverte plus tard par quelqu'un qui s'appelle Griffith, et puis surtout par Avery en 1945, avec une très très forte résistance. C'est-à-dire que Avery n'a pas eu de prix Nobel pour ça, et ça a été accepté par la communauté scientifique qu'en 1950. Donc, oui, on est déjà on est à 2 ans de Watson et Crick d'une certaine façon. Donc c'est une histoire qui est une histoire très longue et qui prend ses origines dans les travaux des chimistes. Bon, je n'assume pas les chimistes ou physiciens, mais quand même dans une vision extraordinairement, je dirais, moléculariste de ce que peut être le vivant. Donc si je me suis attaché à développer un petit peu ces points, c'est parce que
je pense que c'est important de ne pas s'imaginer que la biologie a commencé, bon, je dirais après Schrödinger. Hein, je vais y revenir sur cette histoire de qu'est-ce que la vie, hein, dont beaucoup pensent qu'elle est en fait le point de départ d'une vision contemporaine de la génétique ou de la biologie moléculaire. Il n'y aurait rien de plus faux que cette idée, qui ne retire rien au mérite de Schrödinger, et quand même peut nous amener à relativiser un petit peu les choses. Quand Watson et Crick découvrent en 1952 la structure de l'ADN, ils ne découvrent pas la structure chimique de l'ADN. Ce qu'ils découvrent, c'est une structure, et c'est ça qui est important, c'est en fait un concept de biologiste. Ils découvrent une structure qui peut se reproduire. C'est-à-dire que comme les deux brins sont complémentaires, quand les deux brins se séparent, si je copie les deux brins séparément, je reproduis l'information double brin. Et c'est cette structure justement en double brin qui permet de comprendre comment deux cellules filles peuvent hériter du génome complet à partir du moment où les deux brins se séparent et sont recopiés à l'identique pour reformer le brin initial. Donc en fait, cette découverte de Watson et Crick, ce n'est pas la découverte de la structure chimique de l'ADN, en l'occurrence, là, c'est de la vraie physiologie, hein, parce qu'en fait, la question à laquelle ça répond, c'est comment je peux passer entre deux cellules filles et l'information qui est présente dans la cellule mère sans en perdre. Enfin, sans en perdre. C'est beaucoup dire. Donc pour vous donner un tout petit peu plus d'éléments, la génétique a continué. Enfin, la génétique, c'est une chose, et la biologie moléculaire en est une autre. Mais disons que notre compréhension de la structure des gènes a continué à évoluer, et elle n'est pas finie d'évoluer. Hein. Nous avons eu des stupéfactions assez récentes. Bon, il y a eu d'abord l'idée que les gènes étaient morcelés, des séquences codantes interrompues par des séquences non codantes. Et puis, surtout que les séquences codantes, c'est-à-dire celles qui codent pour les protéines, hein, celles qui font le boulot, c'est 1% du génome. Tout le reste, c'est ce que certains appelaient, à une certaine époque, l'ADN poubelle. C'est évidemment une autre idiotie, parce que quand on imagine le boulot qu'il faut faire pour mettre 2 mètres d'ADN dans des noyaux d'un micron de diamètre, on imagine bien qu'il y a belle lurette que l'évolution naturelle serait débarrassée de cet ADN poubelle s'il ne servait à rien. En fait, il est extraordinairement important, et nous sommes retombés aujourd'hui dans un monde à ARN, c'est-à-dire que cet ADN poubelle, soi-disant, en fait, code pour énormément d'ARN régulateurs, donc là où sont tous les éléments régulateurs, dans lesquels il existe des mutations qui peuvent expliquer beaucoup de points, à la fois du développement, mais surtout de l'évolution. C'est-à-dire qu'on dit toujours, le singe, il a 1% de différence génétique avec Sapiens, en fait, ça c'est une absurdité totale. D'abord c'est 6%, et ensuite, je dis souvent, la mutation, ça dépend où est-ce qu'elle tombe, hein, c'est comme la bombe de Morisian. Si ça tombe dans des petits ARN régulateurs qui ont des effets pléiotropiques énormes, alors les conséquences sont énormes. Et pour ce qui est de Sapiens, bien, ils sont énormes. C'est pour ça que même si nous sommes des primates, nous ne sommes pas des chimpanzés, nous sommes très très loin des chimpanzés, une très grande distance des chimpanzés. Et que si même nous n'avions que 1% de différence au niveau de ces régions codantes, eh bien notre cerveau n'a rien à voir, sinon par sa structure de base, bien entendu. Il partage aussi avec la souris ou avec d'autres mammifères, n'a rien à voir avec un cerveau de chimpanzé. Nous avons, je le dis souvent, 900 cm3 de trop. C'est pas forcément qu'il faille s'en réjouir, mais pas n'importe quel centimètre cube, les centimètres cubes qui sont dans les aires cognitives, qui sont dans les aires du langage, qui sont dans les aires associatives, c'est-à-dire des centimètres cubes extraordinairement importants et qui font que notre espèce, tout animal soit-elle, est sortie d'une certaine forme d'animalité et que, en aucun cas, n'en déplaise à ceux qui pensent que les frontières bougent entre l'homme et l'animal, en auquel cas, les humains ne peuvent être considérés comme des cousins extrêmement germains et très proches des chimpanzés. Mais je n'ai rien contre les chimpanzés, je vous rassure.
Il reste qu'il faut laisser les fantasmes d'un côté et les faits réels et scientifiques de l'autre. Donc ça, c'est pour revenir sur cette histoire d'évolution du concept de gène, aussi d'expression génétique, et je vous dis que effectivement les choses continuent d'évoluer, en particulier aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'instabilité génétique. Le génome n'est pas stable. Il bouge en permanence, il y a des éléments qui sautent d'un endroit à l'autre, qui font des interruptions en permanence, qu'on appelle des gènes sauteurs, qui sont extraordinairement importants pour l'évolution des espèces. Nous avons dans notre génome 40% de gènes qui sont ou ont été des gènes sauteurs, on appelle ça des transposons. Et puis toute la question qui revient aujourd'hui, et je pense est très intéressante, qui est la question de l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont l'expression de ces gènes peut être régulée par des modifications qui touchent l'ADN lui-même, qui touche aussi des protéines qui entourent l'ADN, qu'on appelle des histones en particulier, tout ça constituant la chromatine, et qui, dans certaines circonstances, peuvent passer d'une génération à l'autre. Ça, ce sera un autre débat, hein, mais c'est une question extraordinairement intéressante que le développement incroyable aujourd'hui des études en épigénétique chez les plantes, au départ, Barbara McClintock, mais aujourd'hui chez les animaux et chez Sapiens. Donc, vous voyez, tout ça pour remettre un tout petit peu remettre un tout petit peu en tête que c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que la biologie est née véritablement de cette période pour la génétique, pour l'évolution, bien entendu. Hein, Darwin, quand même, l'origine des espèces, c'est 1858, donc c'est aussi exactement à la même période. Et puis, je vais en parler aussi, quelqu'un comme Claude Bernard, qui a joué un rôle absolument essentiel dans la naissance d'une physiologie contemporaine. Donc, je m'en voudrais pas, le micro, vous m'entendez pas? Ouais. Voilà, vous m'entendez mieux comme ça? Peut-être. Ouais. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander, Oui, avec plaisir, oui. Déplacer un tout petit peu la carafe d'eau. Oui, ah bah oui. Voilà. Voilà. Mieux comme ça, là. Non, plutôt de l'autre côté, non, je plaisante. C'est mieux comme ça. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la génétique, parce que sinon on ne va pas en sortir, mais c'est une histoire intéressante. Et je reviendrai sur l'histoire de Schrödinger dans un moment, parce que je crois que c'est une question intéressante à développer. Où est-ce que je voulais vous dire ça? Je regarde parce que j'ai un plan, donc peut-être vous en parler. Non, je en parlerai plus tard. Voilà. Donc l'affaire Bernard. Donc l'affaire Bernard est une affaire intéressante parce que évidemment Claude Bernard, c'est pour tous les gens qui ont fait prépa ou une terminale scientifique, surtout les gens de mon âge, c'est épouvantable. Hein. La méthode expérimentale, enfin, tous ces trucs, c'est illisible. C'est en général très très mal expliqué par les professeurs de sciences naturelles. Je ne parle même pas des professeurs de philosophie, puisque c'est plus enseigné en fait en philosophie qu'en sciences de la vie, comme on dit. Donc, et donc nous avons tous un souvenir épouvantable de Claude Bernard. Voilà. En fait, c'est un type assez étonnant. C'est assez étonnant. Il a fait une manip que vous connaissez bien, c'est la fameuse manip du foie lavé. Et à partir de cette manip, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai écrit un petit livre sur Claude Bernard il y a un certain temps, une vingtaine d'années en gros, peut-être 95, une trentaine d'années. Non, vingtaine d'années. Oui, 90, un truc comme ça, enfin 25 ans quoi. J'ai écrit un petit livre sur Claude Bernard, sur cette affaire. Mais c'est très intéressant parce que à partir de ses expériences sur le foie lavé, il avance un certain nombre de concepts, dont un concept qui est le concept de milieu intérieur, qui est un concept important, qui est en fait, je dirais, la transposition en biologie de ce qu'est l'éther des physiciens pour
pour les physiciens post-newtoniens de la même période, plus ou moins. Hein. C'est une sorte de milieu de ce type. Et à la suite d'un certain nombre de réflexions et d'études sur le vivant, il sort une idée qui est probablement une idée encore elle-même extraordinairement contemporaine, qui est que, au fond, un être vivant, ce n'est pas une structure qui arrive à un certain état de perfection à un certain âge. Alors évidemment, ça peut se discuter, est-ce que c'est 15 ans, est-ce que c'est 16 ans pour Sapiens, et qu'ensuite ça se dégrade lentement, plus ou moins, jusqu'à la bascule finale dans le néant, bien entendu. Et ce qui était l'idée, je dirais, majoritaire à l'époque, et vous verrez pourquoi. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se casse la figure tout le temps, et ça se répare tout le temps. Donc, en fait, on perd des cellules, et puis on en regagne, on perd des molécules, on en regagne, et au fond, tout au long de la vie, un organisme vivant est en embryogénèse silencieuse. C'est-à-dire qu'il continue de se développer au fur et à mesure qu'il se détruit. Donc vous voyez que c'est une façon de penser qui est extraordinairement contemporaine. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde ne pense plus qu'aux cellules souches, en pensant qu'ils vont pouvoir se réparer. Bon, ce ne sera pas pour... je ne vois pas très bien, mais je pense que ce ne sera pas pour la génération des gens qui sont là. Mais bon, avec un peu d'accélération, on ne sait jamais. On peut toujours espérer. Mais ce qui est amusant, c'est l'idée que finalement, la vie, c'est la mort. En fait, c'est une mort permanente. Et en même temps, c'est une recréation permanente de formes vivantes. Donc, et alors là, ça va à l'encontre d'une autre vision du vivant, qui était la vision qui était défendue à la fois par Lavoisier, le premier principe, où pour lui, au fond, finalement, la nutrition, c'était peser ce qui rentre, peser ce qui sort et faire la différence, en gros. Hein. Parce que pour Bernard, la nutrition est d'abord organogénique, c'est-à-dire qu'elle reconstruit les organes chez l'adulte, selon un plan qui est quand même assez bien conservé, parce que même si on vieillit, on arrive à se reconnaître à quelques années de distance. Enfin, en tout cas, à la surface. Pour le cerveau, c'est une autre affaire. C'est probablement ce qui est angoissant pour les gens, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils pensent qu'ils sont eux-mêmes, mais c'est une erreur totale. C'est-à-dire que on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne, donc au fil du temps, c'est plus les mêmes molécules, c'est plus les mêmes cellules, c'est plus les mêmes synapses. Donc ça, je pense que c'est une des résistances à cette idée, elle vient aussi un tout petit peu de là probablement, donc je vais directement vers la conclusion, mais c'est pas grave. Donc c'est plus facile de se dire je suis une machine, je me répare quoi, et je reste à l'identique. Il suffit de changer de pneu, le machin. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est en permanence, ça se déconstruit, ça se reconstruit. Et ça, c'est quand même quelqu'un comme Bernard qui l'a dit le premier, à travers des études qui sont des études de physiologie, qui sont. Alors je vous renvoie aux études de physiologie de Claude Bernard, qui sont intéressantes à relire de ce point de vue, et qui sont en totale opposition avec une vision. Je dirais thermodynamicienne du vivant, hein, puisque c'est non seulement c'est Lavoisier, bien entendu, un grand savant, bien entendu, un grand chimiste, hein, personne ne va dire le contraire, mais c'est aussi Bichat, pour qui lui se réfère au principe de Carnot, en l'occurrence, hein, et pour qui la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est-à-dire qu'on partirait d'un point parfait, et puis on résiste, quoi. Et puis tout d'un coup, ça se déglingue tellement que bon, c'est fini. Donc en fait, c'est pas du tout comme ça que Bernard le voit, et c'est Bernard qui a raison en l'occurrence, même si ça a été oublié, à la suite justement de travaux de physiciens extrêmement importants comme Schrödinger et surtout comme Jean-Léon Brillouin, hein, qui fut, comme vous savez, un très très grand physicien. Et je reviendrai sur cette histoire, je pense, de Brillouin dans un petit moment. Donc, en même temps que Claude Bernard, bien entendu, nous avons aussi une grande école de physiologie avec des gens comme Dubois-Raymond, von Helmholtz. Et je ne vous parle pas des évolutionnistes, hein, Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier, Lamarck, Darwin, etc. Donc,
De nouveau, si vous partiez d'ici en vous disant que la biologie n'est pas née avec la biologie moléculaire des 20 dernières années, vous auriez déjà, je pense, vous le savez sans doute, mais bon, pour ceux qui l'ignoreraient, je pense que ce serait une chose qui serait utile déjà. Je n'aurais pas entièrement perdu mon dimanche matin. De toute façon, je ne perds pas jamais mon dimanche matin. Donc, je suis très content d'être ici, Elisabeth. Merci. Donc, ce que Bernard dit pour la physiologie, et ça c'est aussi un point qui est très intéressant, il ne dirait pas pour la zoologie. Je crois que c'est intéressant parce que derrière ça, il y a toute l'affaire Darcy Thompson et la physique de la matière molle et les gens qui pensent qu'on fait de la théorie du vivant en regardant les bourgeons pousser, en récitant la suite de Fibonacci. C'est pas ça, hein, c'est pas vrai. Donc, même si c'est intéressant de voir que la disposition des feuilles comme ça suit les lois mathématiques de cette fameuse suite. Donc, l'autre chose qui est intéressante dans cette affaire de Claude Bernard, c'est que ce qu'il dit être vrai pour la physiologie, il ne pense que c'est pas vrai pour la zoologie. Et pourquoi il pense que c'est pas vrai par la zoologie? Quand il parle de zoologie, en fait, il parle d'évolution des différentes espèces. Pourquoi? Parce que... mais en fait, il marque là où il y a le problème. Il dit, nous ne pouvons pas faire une zoologie scientifique parce qu'il nous manque la connaissance d'un facteur essentiel dans cette zoologie qui est l'hérédité. Quand même, évidemment, il ne connaissait même pas Mendel. Tout le monde avait oublié ce malheureux Mendel. En fait, il faut voir que des gens comme Bernard qui pensent de cette façon, il me dit un jour, quand on saura comment on construit des animaux de la même façon qu'on sait aujourd'hui comment on peut créer des espèces moléculaires nouvelles ou chimiques nouvelles, qu'on agira scientifiquement pour créer de nouveaux animaux, alors la zoologie entrera dans une ère scientifique. Et donc ça, je pense que c'est assez fort. Il est écrit dans les principes de médecine expérimentale, qui n'ont été republiés qu'en 1948, mais qui n'avaient pas terminé. C'est des notes, mais qui ont été republiées, qui sont extraordinairement intéressantes pour ceux d'entre vous que ces questions, évidemment, intéressent. Sinon, évidemment, ce n'est pas intéressant. Et de même, on a un type qui n'est pas très loin, qui est quand même Darwin, et qui, lui, se fiche pas mal de savoir si c'est scientifique ou pas. Parce que Bernard, là, était, même s'il détestait Auguste Comte, il était quand même très, très, très influencé par les trois âges de la science. Et il pensait vraiment que la zoologie était encore à l'âge de la métaphysique. C'est-à-dire que l'évolution était encore à l'âge de la métaphysique. C'est pour ça que même s'il connaissait Darwin, qu'il a fini quand même par faire entrer à l'Académie après 2 échecs, la troisième fois Darwin a été élu à l'Académie des sciences en France comme membre correspondant dans la section botanique pour ses travaux sur la fécondation des orchidées, et pas du tout pour la théorie de l'évolution, qui est pour les philosophes de l'époque et pour même les scientifiques français de l'époque et nos académiciens, qui n'étaient pas beaucoup plus, j'allais dire quelque chose de musulman, qui n'étaient pas très très progressistes. Pour eux, c'était au fond de la poésie. Pour eux, c'était une espèce de Goethe, quoi, Darwin. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais bon. Voilà. Donc, mais oui, Darwin, qui s'en fichait un petit peu de ces questions, qui était un homme assez pragmatique, avait donc avancé cette théorie de l'évolution. N'était pas le seul à avoir pensé à l'évolution. Même Cuvier pensait à l'évolution, et puis il y avait Lamarck, et puis il y avait Erasmus, Darwin, le grand-père, et il y avait un paquet quand même de gens qui étaient bien convaincus qu'il y avait eu de l'évolution, même si c'est les mécanismes qui n'étaient pas connus. Ce que Darwin a proposé, c'est que l'évolution s'est faite par la sélection d'individus, simplement sur la base de sélection d'individus. Aujourd'hui, on ne dirait plus tout à fait ça. Il y a une autre variante. Enfin, la théorie de l'évolution, c'est comme toutes les théories scientifiques, ça évolue. Sinon, c'est de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie qui n'évolue pas en science. Mais aujourd'hui, on pense qu'il y a eu des sauts beaucoup plus rapides, pas fondés sur des petites différences sélectionnées sur des longues périodes d'années, sur une longue période de temps, mais ça peut avoir des sélections extraordinairement accélérées. C'est aussi quelque chose qui avait été proposé par Goldschmidt, Schmalhausen au XIXe siècle, et qui avait été entièrement réprimé et interdit de sa façon d'existence, justement par des gens comme Thomas Morgan, qui étaient en fond les pères de ce qu'on a appelé à l'époque la théorie synthétique de l'évolution.
Donc aujourd'hui, ce qu'on dirait, c'est que oui, il y a une évolution par accumulation de petites différences. Il y a aussi des sauts très rapides au cours de l'évolution qui sont liés justement à des mutations très probablement dans des gènes de développement, dans des éléments régulateurs. Et Stephen Jay Gould et Eldredge ont été les avocats, d'une certaine façon, de cette nouvelle façon de voir l'évolution et de cette modification, qui fait toujours d'ailleurs débat, hein, de modification de cette théorie, qui est finalement une des grandes théories de la biologie, sinon la seule, avec des modifications qui s'y ajoutent et qui sont liées de quelque chose que je considère probablement comme l'acte de naissance d'une grande théorie biologique qui ne doit rien à la physique, en l'occurrence, même si, bien entendu, nous sommes faits d'atomes et de molécules, etc., mais qui est au fond une théorie qui est née de la fusion entre la génétique. Parce que bon, les êtres vivants, c'est quand même facile à définir, hein. Ça se reproduit, ça se développe, ça évolue et ça meurt, hein. Donc, les cailloux, c'est plus difficile, hein. Et donc, une théorie qui rend compte de ces phénomènes qui sont, comme dans le texte que je n'avais pas choisi, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Elisabeth, qui rend compte de ce qui est spécial au vivant, hein, pour parler comme Claude Bernard d'une certaine façon, eh bien, une théorie qui rend compte de ce qui est spécial au vivant est une théorie qui est une théorie du vivant, hein. Et la fusion qui s'est opérée au cours je dirais, des 2 derniers siècles, d'une certaine façon, hein, parce que c'est un des processus relativement lent, entre génétique, développement et évolution, est à accoucher, ou est en train d'accoucher, d'une théorie qui est une théorie du vivant, qui est évidemment toujours en évolution, puisque nous ne sommes pas, ce ne sont pas des dogmes, les théories, hein, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que ça peut amener à se poser un certain nombre de questions sur ce que c'est qu'une théorie scientifique, hein. C'est une théorie. Une science n'est pas définie par son objet. Définie par son objet et la théorie qu'il y a autour, hein, ça c'est clair. C'est-à-dire que si je prends un cerveau, c'est un exemple que je donne souvent à des amis physiciens, si je prends un cerveau et que je le lance dans cette salle et que je décris la trajectoire en fonction des circonvolutions, ça ne fait pas de moi un neurobiologiste, hein, vous comprenez bien, même si mon objet c'est le cerveau. Donc ce qu'il faut c'est l'objet. Et puis ce qui est autour, c'est pour ça que Sapiens c'est un objet très très particulier, parce que il n'est pas uniquement un objet, c'est un anime, il peut être physique de la matière molle, ça c'est clair, ça s'arrange pas, bon mais on le découvre assez vite, mais aussi évidemment un objet biologique qui doit répondre à ces questions de développement, d'évolution, d'individuation aussi, hein, puisque je disais, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même personne. Comment est-ce qu'un individu évolue tout au long de sa vie et quelle est la force d'adaptation qu'il y a là-dedans à un monde qui change lui aussi. Et puis, bien entendu, l'évolution des espèces, hein, puisque même si nous ne sommes pas des chimpanzés, nous sommes séparés seulement de 14 millions d'années. 14 millions parce qu'il faut 7 millions pour remonter à l'ancêtre commun et 7 millions pour redescendre, hein. Donc, parce que les chimpanzés ils ont aussi évolué pour leur propre compte. Donc il faut monter et redescendre. Ce serait un beau programme de recherche d'ailleurs, de prendre un chimpanzé, de le faire remonter à l'ancêtre commun et redescendre vers Sapiens. Mais ça risque de poser des questions éthiques. Donc, on ne va peut-être pas proposer ça tout de suite à l'agenda 2020, comme on dit. Donc européen et français bientôt aussi, j'en ai entendu parler, c'est assez terrifiant. Donc je ne sais plus où j'en étais avec mes histoires. Oui, donc ce lien entre évo, je dirais, dévo, évolution, développement, et éco, hein, écologie, parce que derrière tout ça il y a une partie d'adaptation, et probablement été permis récemment par la découverte des gènes de développement et qui sont là quelque part jouent un rôle essentiel dans ces processus. Et donc, je crois que j'avais dit, j'ai mis sur mon truc développer, Gehring et compagnie, retour sur Morgan. Développer, ouais. Oui, les gènes de développement, ça a été une des
des plus grandes découvertes en biologie de ces 30 dernières années, parce que d'ailleurs, ça vient, d'une certaine façon, ça vient un peu de Morgan. C'est-à-dire que Morgan, il avait vu des mouches. Quand il y avait une mutation, l'œil se transformait en aile, par exemple, dans la mutation Ophthalmoptera, hein, ou l'antenne en patte. Donc, c'était des trucs quand même étranges, c'était des monstres, quoi. Hein. Mais overnight. Hein, c'est ce que Goldschmidt appelait le hopeful monster. Hein. Et hopeful s'il survit à la sélection naturelle. S'il ne survit pas, il n'est pas hopeful du tout. Mais cette création de monstres overnight qui montrait qu'il y avait un lien entre des mutations génétiques et des programmes de développement morphogénétique. Hein. J'aurais voulu aussi vous parler de Turing, si j'avais un peu de temps, mais je crois qu'il va falloir que tu m'invites une deuxième fois, Elisabeth, c'est pas possible. Donc, toujours est-il que c'est sur la base de ces mutations extraordinaires que Walter Gehring, qui est malheureusement mort l'année dernière d'un accident de voiture en Grèce en fêtant ses 50 ans de mariage, ça peut être dangereux, Gehring a cloné les premiers gènes de développement de la famille des homéogènes, qui sont une des grandes classes de gènes de développement qui permettent de penser le développement et surtout l'évolution à travers la régulation de l'expression. Parce que ce qui compte pour un gène de développement, d'ailleurs sont exprimés chez l'adulte, mais ce qui compte chez un gène de développement, c'est pas tellement quel gène. On a les mêmes gènes que la mouche, entre guillemets, pas tout à fait, mais presque, ou qu'une souris, ou qu'un canard. Enfin, ce qui compte, c'est là où ça s'exprime, à quel niveau, et pendant combien de temps. D'accord ? C'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que vous voyez que les éléments de régulation sont des éléments qui sont des éléments extraordinairement importants, bien entendu, dans cette affaire. Donc, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que en 1905, hein, en arrière, quand Bateson invente le terme de génétique, hein, il y a déjà un faisceau absolument incroyable de recherches en biochimie, en biologie cellulaire, en physiologie, en hérédité, en évolutionnisme, qui mettent en place un cadre théorique dans lequel nous évoluons toujours, nous, biologistes contemporains. Hein. Donc, c'est une histoire qui n'est pas une histoire, c'est une histoire de la biologie, d'une certaine façon. Et je crois que ce serait pas mal si on voulait bien enseigner ça, en fait, aux étudiants qui pensent toujours que le dernier moment de la science subsume tout ce qui a précédé. C'est pas vrai. Hein. On ne peut pas comprendre ce qu'on fait aujourd'hui dans un laboratoire. Ça n'a pas une petite idée de comment ces trucs sont arrivés dans les 100 ou 150 dernières années. Alors, on aurait pu penser que Claude Bernard avait éliminé ce que j'appelle ce thermodynamicisme un tout petit peu primitif, principe de Carnot. J'ai rien contre le deuxième principe thermodynamique, hein, faut pas croire un truc pareil. Mais non. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant. En fait, la question de Bernard, qui est cette organogénèse permanente, c'est une sorte de négantropie qui ne repose pas sur un maintien de l'ordre, hein, mais sur une création permanente. Donc ça, c'est une embryogénèse jusque pour le cerveau. Hein. Et ça, peut-être que si j'ai un petit peu de temps à la fin, ou si il y aura des questions, donc vous pourrez vous laisser aller à poser des questions qui peut-être, j'espère, cette conversation entre amis, je disais, aura pu faire venir. Mais on aurait donc pensé que bon, l'affaire était close, qu'on avait démarré une grande histoire de la biologie et on avait des concepts. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça pour une raison assez claire, c'est que au fond, il y a eu un grand échec de la biologie, je dirais, de la biologie du développement, d'une certaine façon. Avant d'être neurobiologiste, je suis biologiste du développement. Il y a eu un grand échec de la biologie du développement, c'était qu'on n'arrivait pas à mettre la main, si j'ose dire, sur les molécules qui étaient ce qu'on appelait des inducteurs de forme. Hein, des inducteurs de forme, des morphogènes, par exemple. Par exemple, quelqu'un comme Spemann avait montré que s'il greffait un petit morceau de tissu dans un endroit dorsal d'un œuf de crapaud, en fait, c'était un xénobe, donc c'est
c'est pas un crapaud, c'est une grenouille, hein, pour ceux qui veulent être précis, ce sont des grenouilles africaines. Mais elles ont des œufs très gros, donc on peut jouer sur l'embryon, etc. Et quand il m'a montré qu'on pouvait faire un deuxième tube neural. Donc en fait, je prenais un morceau dorsal, je greffais en région ventrale, et mon région ventrale était dorsalisée, je faisais un deuxième tube neural. Donc ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je ne faisais pas une antenne en patte, là, mais je faisais un animal à deux dos. Donc, en tout bien, tout honneur. Donc l'idée, c'était, au programme, c'était de chercher quels étaient les morphogènes. Hein. Turing n'était pas encore passé par là. Mais on cherchait les morphogènes. Et c'était un échec retentissant. C'est-à-dire que des gens aussi brillants que Jean Brachet, qui est un grand biologiste de développement belge, c'était une suite d'échecs avant de mettre la main sur ce truc. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est intéressant sur le plan épistémologique, mais c'est une autre affaire. Et donc, entre-temps, est née effectivement une autre forme de biologie moléculaire qui, elle, était fondée sur le deuxième principe de la thermodynamique. Donc là, c'est Brillouin, d'une certaine façon, plus que Schrödinger, je dirais, qui est intéressant dans cette affaire, même si Schrödinger est quand même intéressant dans cette affaire. Je pense que Brillouin, qui est un physicien et un mathématicien, comme vous le savez, qui a joué un rôle très important, qui s'est illustré par des travaux en physique des solides et en mécanique ondulatoire, mais il avait un grand intérêt pour la vie, hein, pour le vivant, et pour les sciences de la vie, et même pour la pensée, parce que quand on devient vieux, on s'intéresse à la conscience. Quand on devient très vieux, on s'intéresse à l'évolution. Quand on devient très très vieux, on s'intéresse à l'évolution de la conscience. C'est un truc, vous verrez ça chez tous vos collègues biologistes. Quand ils commencent à s'intéresser à l'évolution de la conscience, c'est qu'ils ont passé 80 à 85 ans, un truc comme ça. Hein. Mais les physiciens sont jeunes, vieux plus tôt, c'est-à-dire qu'ils maturent plus vite, je dirais. Et Brillouin, en tout cas, lui, s'intéressait beaucoup à l'évolution de la conscience. Donc, je ne voudrais pas simplifier, mais l'idée, si vous voulez, c'est que, au fond, ce qui était très étonnant, c'est qu'une structure vivante reste structurée quasiment à l'identique, en dépit du fait que tout est là pour que ça se déglingue. Donc, le concept d'entropie est rené à ce niveau-là. Donc, c'était aussi... Il faut voir ça aussi, c'était tout à fait en ligne avec les travaux très importants de gens comme Shannon ou comme Wiener à l'époque, sur une analogie, d'une certaine façon, entre l'accroissement d'entropie ou de désordre, la désorganisation et la dégradation d'un message au fur et à mesure qu'il est transmis et que s'accumulent de petites erreurs. En fait, et cette idée, c'est que au fond, il y avait dans la cellule une espèce de force anthropique. Il faut lire le livre de Brillouin, c'est extraordinaire. Il faut lire Vie, matière et observation, c'est un très très grand livre. Pas du tout, mon propos n'est pas du tout critique vis-à-vis de ça, c'est simplement essayer de comprendre comment les choses se sont passées dans l'histoire de notre discipline. Et des rapports qu'on entretient et qu'on entretient toujours, hein, parce que la physique de la matière molle est une grande partie de la biologie aujourd'hui, qui est extraordinairement, qui est absolument essentielle à notre compréhension du vivant, à un certain niveau. Mais donc dans cette espèce de dégradation irréversible du message, il y avait une sorte de principe de Carnot généralisé. Alors évidemment, avec Brillouin, c'était un effet statistique, donc il y avait un problème de probabilité, mais il fallait inventer quelque part, je dirais, une espèce d'équivalent d'un petit bonhomme de Maxwell, hein, qui triait les... Dans le vivant, il ne triait pas les particules forcément, mais il remettait de l'ordre en permanence dans une cellule qu'on assimilait, c'était des bactéries pour beaucoup, donc on assimilait beaucoup ça à des systèmes fermés, n'échangeant ni matière ni information avec l'extérieur, ce qui est évidemment faux pour du vivant, parce qu'il n'y a rien de plus échangiste qu'un être vivant. Mais bref, on pouvait faire l'impasse là-dessus et penser que dans ces conditions, on pouvait appliquer le principe de Carnot, même généralisé, même statistisé, etc., au vivant. Et donc, cette force anthropique, ça a été le génome. Donc, il suffit d'avoir assisté au cours de Canguilhem, qu'il a donné après les prix Nobel de Monod, Jacob et Lvov, pour voir que c'est devenu, à l'époque, une antienne, d'une certaine façon, de penser que, au fond, le génome
c'était une force anthropique qui maintenait l'ordre dans la cellule vivante. Donc ça, et du coup, et avec l'aide de ce cher Schrödinger, en 1944, What is Life, eh bien, je dirais que la vision physicaliste, entre guillemets, et de nouveau, ce n'est pas une insulte, mais est revenue au premier plan, sur la base de l'échec, je l'ai bien rappelé, de la biologie du développement, essentiellement, et puis, sous un effet d'oubli, c'est peut-être dû au prof de terminale, de Claude Bernard, qui avait été étouffé sur la médecine expérimentale, sur la méthode. C'est pas un discours ce que Claude Bernard a fait à l'époque, c'est pas du tout un discours de la méthode. C'était pas un Descartes de la biologie. C'est un mec qui a essayé de montrer que pour étudier le vivant, il faut développer des techniques qui sont spécifiques au vivant. Donc, mais bon, c'est toujours une sorte de simplisme un petit peu bêta. Donc, donc on a eu une sorte d'extension, si vous voulez, du démon de Maxwell, qui a envahi le vivant et qui, pour Brillouin d'ailleurs, a aussi envahi le cerveau humain. Il en a fait une théorie de la conscience. Dans l'indétermination, il voyait la liberté. Enfin bon, il est devenu philosophe, peut-être pas le meilleur qu'on puisse imaginer, mais c'était très intéressant. Et ce qu'a fait à l'époque aussi quelqu'un comme Schrödinger a été aussi extrêmement intéressant, bien entendu, parce que les remarques de Schrödinger, là je m'adresse à mon ami Jacques Trainer, avec qui j'ai eu ce débat plusieurs fois, mais avec qui je serais ravi de le reprendre une fois. Mais le livre de Trainer, de Schrödinger, putain, tu prends des galons là. Donc, est à la fois ambitieux, il est spéculatif, il est même par moments extrêmement poétique, mais ces deux auteurs, que ce soit Brillouin comme Schrödinger, quand ils sortent du domaine de la physique, restent quand même extrêmement prudents. Je me suis amusé à relire récemment, je les avais jetés d'énervement et j'ai dû racheter Qu'est-ce que la vie, c'est quand même dur. J'étais puni, voilà. Donc ils ne sont pas responsables de ce qu'on a pu leur faire dire, d'une certaine façon. Et là, je ne vais pas donner le nom, mais la 4e page de couverture de la réédition de Qu'est-ce que la vie de Schrödinger, je vais vous la lire quand même, parce qu'elle est quand même affligeante. Son importance, celle de l'essai pour la biologie actuelle, nous sommes en 1986, est capitale. Schrödinger relie la physique qu'il connaît à la réalité biologique. Comment une immense population d'atomes s'organise-t-elle pour former un être vivant? En postulant d'une unité absolue des lois qui président la mise en forme de la matière, qu'elle soit inerte ou vivante, Schrödinger coupe court à tout vitalisme. Cet essai qui marque une grande étape a profondément influencé les théoriciens qui ont permis l'essor de toute la biologie moléculaire. Je viens de vous raconter ce qui s'est passé entre 1844 avec notre ami Friedrich Miescher et 1945, la découverte par Avery de la structure chimique de l'ADN, en passant par tous les biologistes dont j'ai parlé. Vous voyez bien que écrire une chose pareille, c'est quand même dramatiquement faible. Bien entendu, faire fonctionner ce qui n'était qu'une analogie, parce que le vivant n'est pas une structure dans laquelle on peut appliquer le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, pour des raisons que j'ai soulignées il y a un instant, c'était une analogie extraordinairement fructueuse. Et effectivement, c'est vrai que le groupe des phages, avec Luria en particulier, et puis tous les biologistes moléculaires, pas uniquement les pasteuriens qui ont eu prix Nobel en 62, je crois, donc Monod, Jacob, ont énormément utilisé cette analogie. Et elle a été fructueuse. Parce qu'après tout, si vous importez une analogie d'un domaine, est-ce que vous êtes assez prudent pour ne pas penser que vous appliquez, comme on applique un emplâtre sur une jambe de bois, la physique à la biologie, si vous êtes assez malin pour rendre compte des phénomènes biologiques, alors évidemment ça peut être très fructueux. Et ça a été extraordinairement fructueux. Donc on a eu toute une période, je dirais, jusqu'à ce que les biologistes ressortent de la bactérie, pour de nouveau s'intéresser avec les outils qui avaient été créés par la biologie moléculaire, parce que ça a été ça quand même, la création d'outils extraordinaires de manipulation des génomes, pour revenir reposer des questions
au niveau de ces questions essentielles, qui sont les questions essentielles de la biologie, qui sont le développement et l'évolution, et l'individuation, qui est une chose évidemment très importante, alors on est rebondi, et c'est grâce probablement à ces progrès qui ont été faits dans l'étude des génomes et de l'expression des génomes pendant cette période, je dirais, de 1955 à 1965-70, hein, donc une petite période malgré tout, mais une période qui a été très importante, à la fois pour notre compréhension de l'expression des génomes, même si aujourd'hui on découvre que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait, mais aussi très importante par la fabrication de ces outils extraordinaires de manipulation des génomes et de fabrication d'organismes génétiquement modifiés, ce qui nous renvoie d'une certaine façon au milieu intérieur, parce qu'il n'y a pas une plus belle façon de modifier le milieu intérieur que de faire une souris transgénique dans laquelle on a modifié un gène dans l'œuf de la souris. Donc là, le milieu intérieur, il est modifié c'est mieux que le scalpel, c'est mieux que la strychnine, c'est plus précis, c'est plus fin, mais ce sont des outils tout à fait étonnants. Donc aujourd'hui, grâce à ça, nous sommes revenus poser les questions qui sont des questions essentielles du vivant, c'est-à-dire de son développement et, comme je le disais, de son évolution. Donc, ça va m'amener un tout petit peu pour... J'ai le droit encore à 5 minutes. Si c'est trop long, tu me le dis, hein, j'arrête tout de suite, parce que bon, ça pourrait ne jamais s'arrêter, cette affaire. Je commence à m'échauffer un peu. On prévoira la nuit prochaine, la prochaine fois. D'accord. Oui. Donc, je ne vous parlerai pas de la place des mathématiques, parce que derrière les physiques se profile, et derrière cette histoire des 3 âges de la science, se profile la question des mathématiques. Se profile la question, en particulier, comme on a plein de physiciens de la matière molle, la question de Darcy Thomson. On oubliera Turing. C'est dommage parce que je suis un neurobiologiste et un morphogénéticien, et donc Turing, pour moi, est un des plus grands scientifiques du XXe siècle. La façon dont il a pensé le cerveau comme une machine de Turing généralisée, et donc penser la question du programme, et donc penser la question de l'éducation, et donc penser de la façon de se construire un cerveau au cours de l'ontogénèse et au cours de la vie adolescente et adulte. Hein. Il faut voir à la fin de l'article de la revue Mind 1950 qu'il a pu écrire. Et puis, ça l'a amené à devenir effectivement morphogénéticien. Il a écrit les bases chimiques de la morphogénèse en 1952, dont les données et dont plutôt les théories sont aujourd'hui utilisées par pratiquement tous les gens qui s'intéressent à la morphogénèse en biologie. Donc, Turing a été un grand homme, en dehors de sa vie absolument incroyable, mais triste finalement. Mais Darcy Thomson, c'est un cas aussi très intéressant, parce que Darcy Thomson, qui lui n'a jamais rien fait, il faut quand même le dire, il a écrit un livre, bon ben d'accord, ça arrive à tout le monde, à part ça, il n'a rien fait d'autre. Et dans son livre, il y a toute une série de chapitres où, au fond, il élimine la vie. Alors que ça l'intéresse. Il dit, dès qu'on met la vie, on devient vitaliste. Donc j'élimine la vie. Et donc évidemment, alors bon, viscosité, tension superficielle, adhésion. C'est ça pour lui qui permet de penser la forme du vivant. Sauf, et je terminerai là-dessus pour ne pas ennuyer Elisabeth, sauf dans le dernier chapitre, où dans la méthode des coordonnées, il s'intéresse alors à l'évolution et au développement, et il propose une théorie qui est une théorie très intéressante, c'est-à-dire qui annonce, je pense que Gawin de Baer l'a bien vu hein, dans un essai qu'il a fait en 1938, il annonce en fait des concepts essentiels pour comprendre ce que c'est qu'un gène de développement aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut relire Darcy en allant sur le dernier chapitre, qui est le chapitre de méthode de coordonnées. Tout le reste, c'est devenu banal, quoi. Je veux dire que quand on se tire sur un truc, ça serait... Bon, c'est intéressant, mais bon, ça ne révolutionne pas le système. Hein. Donc, pourquoi je clôt? Pourquoi ce fantasme de la machine fait tellement plaisir? Je vous l'ai dit au début, d'une certaine façon. D'abord parce qu'on a le fantasme d'être éternel, donc une machine, ça se répare.
avec les cellules souches, peut-être que, ouais, il y a peut-être une chance. Éternelle, c'est peut-être beaucoup, on peut toujours se faire écraser. Mais surtout, je crois que c'est l'angoisse de penser qu'on n'est jamais la même personne. C'est-à-dire qu'au fond, la vraie question qu'il faudrait poser dans la nuit prochaine, Elisabeth, c'est qu'est-ce qu'être soi? Voilà. Ce sur quoi ouvrirait, au fond, toutes les questions de développement du système nerveux poursuivi chez l'adulte, puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a des cellules souches neurales, que ça prolifère toujours chez l'adulte, qu'il y a de nouvelles synapses, et que ça répond évidemment aux défis de l'environnement, c'est-à-dire que c'est une force d'individuation, est une force d'adaptation extraordinairement importante qui joue maintenant au niveau de l'individu. Et puis, chez Sapiens, grâce à la culture, qui peut passer à la génération suivante, qui est une forme d'épigénèse, entre guillemets, mais d'épigénèse culturelle. Voilà. Donc j'espère, j'étais un peu long, je suis désolé, mais bon, c'est des questions qui, moi je pense qu'elles méritent d'être posées quand même. Voilà. Merci. Je crois qu'Alain est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. S'il n'y en a pas, je ne sais pas répondre aussi. Moi, je veux bien poser une question. Bonjour Alain, je suis Marie-Autrille Mouchicou. Ça connaît la voix. J'avais lu un article de toi dans lequel tu parlais que l'homme, dans l'évolution de la nature, était une véritable rupture. Oui, Oui, Hein? c'est une autre conférence. ça. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une vision qui est la tienne, mais ce n'est pas une vision partagée par l'ensemble des biologistes qui se posent cette question de qu'est-ce que l'homme dans cette histoire de l'évolution, de l'organisation de la matière, etc. Oui, Oui, et mais la la question, question, c'est quoi? Ma question, c'est en quoi tu défends cette idée de rupture? ah bah, c'est une évidence. Bah, malheureusement, pas pour tout le monde. D'ailleurs, c'est grave. C'est-à-dire que en quelques, je dirais 2 ou 3 millions d'années, depuis, on a pris un coup de vue récemment, comme vous avez vu, à cause d'une mâchoire, mais il faudra vérifier quand même, cette sorte de mâchoire. Mais les hominidés, c'est une histoire de... On entre dans le genre Homo, il y a environ, avec habilis, il y a environ 2,5 millions d'années. Donc l'histoire de la vie sur Terre, c'est 3,5 milliards, d'accord? Et ça a été une rupture extraordinairement rapide. Il faut savoir que si vous prenez n'importe quel primate, parce qu'un système nerveux, ça sert à bouger, d'accord? Essentiellement, ça sert à bouger. C'est-à-dire que vous voulez attraper un truc, vous voulez fuir un machin, vous regardez, et bon, vous sentez, et ça entraîne un mouvement. C'est comme un arc réflexe, un système nerveux, c'est un arc réflexe, et le cerveau, c'est un arc réflexe qui a été un tout petit peu élaboré, c'est-à-dire qu'il y a des circuits intermédiaires qui permettent de réfléchir avant de bouger, un truc comme ça. Donc si vous prenez des primates, et vous prenez tous les primates, vous avez une relation de linéarité entre la taille du corps, et c'est bien normal, c'est somatosensoriel, et la taille du cerveau. Ça, c'est clair. Or, nous sommes des primates qui, avec la taille de notre corps, devrions avoir un cerveau de 500 cm3. D'accord? 500 cm3. Ça nous suffirait pour être des primates de base. Or, nous avons un cerveau de 1400 cm3. Ce que je disais pas. Donc, 900 cm3 sur 1400, c'est pas de la tarte. D'autant plus que c'est pas n'importe quel centimètre cube. On a perdu du visuel, on a perdu de l'odorat, mais on a gagné énormément dans le cognitif. Et ça, en quelques millions d'années, et même, je dirais, quelques centaines de milliers d'années, ça nous a fait évoluer de façon extraordinairement rapide vers ce qu'est une société de sapiens. Moi, je sais bien qu'il y a une culture chimpanzé, mais enfin, il faut arrêter avec ça. La bradille à termites et le lavage de pommes de terre, c'est quand même pas Notre-Dame. Et puis, c'est toujours la même chose. Ils en sont restés là. Donc, nous, ça évolue un peu. On est allé sur la Lune. Il y a des trucs quand même qui Sapiens fait que peu d'autres espèces font. Et ça, c'est lié à ce truc qui est en même temps une catastrophe. Je veux bien l'admettre. Je discutais avec Sébastien tout à l'heure. Il s'inquiète pour l'avenir de la planète. Oui,
voilà, il y aura un accident, je veux dire, c'est inévitable, c'est lié à ce truc. Et si on n'y va pas, ça sera aussi lié à ce truc, donc on est gagnant. Et puis, bon, il y a toutes sortes de choses qui vont avec ça, on est assez angoissé hein, comme espèce. Ça a des conséquences sur le plan culturel, artistique. Donc, non, nous ne sommes pas des singes. Nous sommes des singes au sens biologique, mais l'étude de l'humain ne s'arrête pas à la seule biologie. D'accord ? Donc il faut expliquer par la structure biologique qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce matin au lieu d'aller courir le marathon. Hein, il doit y avoir une raison. Enfin, vous regrettez peut-être maintenant, mais il est encore temps de rattraper. Il y en a qui prennent 3 heures pour faire un demi-marathon, donc vous pouvez encore y récupérer. Mais voilà, non. Et nier cette évidence est assez grave. Est assez grave parce que l'homme est un animal, certes, hein, et il faut le savoir parce qu'il y a des choses qui sont de notre nature animale, d'accord, pas forcément déplaisantes, pour peu que je puisse m'en souvenir, mais il y en a d'autres qui ne sont pas très plaisantes, hein, du genre s'entretuer. N'importe quel sapiens qui va à poil dans la jungle, il se rendra compte tout de suite que ce n'est pas une marade, d'accord. Et donc, on est mieux chez nous, d'accord, même si ce n'est pas toujours rigolo non plus. Donc, non, on n'est pas une espèce comme les autres, et je me méfie beaucoup des gens qui... Il faut protéger les animaux si on veut, c'est-à-dire que si nous protégeons les animaux, si nous faisons des lois pour protéger les animaux, ce n'est pas parce que nous sommes proches d'eux, mais parce que nous avons une suffisante distance pour décider qu'on va les protéger, c'est-à-dire faire des lois qui ne sont pas des lois de la nature. Parce que les lois de la nature, ce n'est pas un parc de loisirs. Hein, croyez-moi. Hein, ça se tue, ça s'étrangle, ça se viole, ça se mange, ça se bouffe. Et c'est justement parce que nous ne suivons pas les lois de la nature et que nous faisons des lois qui sont d'ailleurs des lois contingentes. Hein, ce ne sont pas les mêmes lois qu'on voit dans les différents pays, dans les différentes régions. C'est justement parce que nous sommes des sapiens et que nous ne sommes pas des singes. Et si nous prenons des lois pour protéger les animaux, ce n'est pas par un effet de proximité, mais justement par un effet de distance. Hein, donc je crois que ça devrait être compris. Et c'est un vrai combat, hein, et je pense que c'est un combat très important. Très important. Oui, Sébastien. Tu as dit mon nom, je vais prendre la parole. Il y a au moins 2 questions que j'ai envie de poser, parce que là, la manière dont tu réponds à Marie-Odile Monchicourt, elle me laisse un peu sur ma faim, parce que tu dis à la fois qu'il y a 2,5 millions d'années, Sapiens est arrivé brutalement. Pas Sapiens, c'était Habilis. Sapiens est arrivé il y a 200 000 ans. Ah bah, c'est pas pareil. Je sais, oui, pardon. Mais après, tu prends des exemples pour expliquer que l'homme, c'est pas un singe, qui date d'il y a à peine quelques dizaines d'années, le réchauffement de la planète ou la construction de Notre-Dame. C'était pas il y a 200 000 ans, et encore moins il y a 2,5 millions. Donc c'est un peu curieux ton raisonnement. Je comprends pas ce que tu veux dire. Sébastien, exprime-toi. Il y a 2,5 millions d'années, le cerveau avait déjà... Non, le cerveau, il y a 2,5 millions d'années, n'est pas monté à 1400 cm3. Nos ancêtres habilis, c'était à 700. C'était déjà pas mal, hein, c'était faisait 2 chimpanzés. Ça progressait doucement, et c'est seulement il y a environ 200 000 ans, 300 000 ans qu'on a atteint le cerveau contemporain, le cerveau qui est le nôtre, qui est autour, pour une personne de 1,70 m, d'environ 70-75 kg, qui est autour de 1400 cm3. Mais c'est très récent, hein. Ah, mais il a construit d'autres choses. C'est progressif. C'est ce truc extraordinaire qu'on appelle la culture. Le cerveau n'a pas changé il y a 500 ans. Mais c'est ce qu'on appelle la culture, Sébastien. Chaque génération, et je pense qu'on peut dire ça, c'est très beau dans Bergson d'ailleurs, chaque génération repart de là où la précédente l'avait laissé. Parce qu'il y a des artefacts qui sont des livres, qui sont l'état des sciences, etc. Donc, effectivement, et des fois ça va très vite. Hein. En 1905 ou 1906, les avions, on te rappelle ceux qu'on voit au musée des arts décoratifs, qui ressemblaient à une espèce de chauve-souris, ça montait à 1 mètre et ça se cassait la gueule dans le truc. 60 ans plus tard, on envoyait 2 sapiens sur la Lune. Donc il y a des effets fulgurants dans le développement des technologies. Mais si Sapiens a survécu,
faut voir ce que c'est qu'un sapiens, Sébastien, quand ça naît. Cette espèce de truc. Alors je pourrais expliquer pourquoi c'est comme ça, mais la nuit va être longue, Elisabeth. Donc ça naît, ça peut se faire bouffer immédiatement par le premier lion qui passe à côté. Il n'y a aucune défense. Il faut attendre un certain nombre d'années avant que cette espèce de truc complètement immature, néotène, arrive à un niveau où il puisse se défendre. Et comment il se défend? Ce n'est pas avec ses dents et avec ses griffes. Il se défend parce qu'il a construit des outils. Et au départ, il se défend parce que ses parents ont construit des outils, parce qu'ils ont créé des sociétés, qui sont des sociétés qui permettent de défendre les petits jusqu'à ce qu'ils arrivent à un stade où ils peuvent plus ou moins se défendre par eux-mêmes. Donc, au départ, si tu veux, le sapiens, ils n'étaient pas 3 milliards, ils étaient 10 000 au centre de l'Afrique. Au départ, ce sont des êtres qui n'ont survécu que par la capacité de construire des artefacts. Et ça s'est développé tout du long. Et contrairement aux singes qui continuent à construire des cabanes et à termites et à laver des patates, chez nous, ça change. Parce qu'à chaque génération, on redépart de là où la génération précédente nous a laissés. Alors il y a des moments où ça s'accélère. Effectivement, la Renaissance, oui, c'est quelque chose, la Renaissance. La naissance de la physique, non, c'est pas rien. Mais oui, c'est ça qui nous différencie des chimpanzés. Alors le réchauffement de la planète, j'en suis malheureux. Moyennement, mais bon, j'en suis malheureux quand même. Si on trouve des choses pour lutter contre le réchauffement de la planète, c'est là qu'on va aller le chercher quand même. Et on va trouver. Bon, il y aura peut-être des petits accidents entre-temps, mais je suis assez confiant quand même. À un moment où la conscience de la chose arrive, mais qu'on ne me dise pas qu'on fait ça pour protéger la nature. Parce qu'il n'y a plus de nature. Baladez-vous, prenez un train, regardez la campagne. Enfin, ce n'est pas la nature. C'est un truc qui a été entièrement fabriqué par Sapiens. Mais si on fait ça, ce n'est pas pour protéger la nature, c'est pour nous protéger nous-mêmes. Parce qu'on sait bien que si le truc explose, on explose avec. Donc c'est pour protéger l'espèce. Alors est-ce qu'il faut protéger l'espèce? C'est une autre histoire. De toute façon, il y a un moment, tout a un début, un milieu, une fin. Même notre espèce, très très probablement. À quel moment, j'en sais rien. Je ne verrai pas la fin. C'est tout ce que je peux dire. Alors, est-ce que ça me réjouit, est-ce que ça me chagrine? Ça se discute. Jacques. Oui, je prends la perche. Pourquoi tous les atomes de carbone sont identiques, alors que si on imagine un système planétaire, ils devraient tous être différents? C'est lié au fait que c'est quantifié tout ça. C'est ça qui donne la stabilité des structures. Et donc, quand moi j'ai lu pour la première fois le bouquin de Schrödinger, évidemment, je reviens là-dessus, c'est ça la perche. C'est d'un point de vue de physicien, enfin, ce dont je me souviens, c'est ça, c'est-à-dire ce qui finalement, une des raisons pour la stabilité des structures vivantes, c'est lié à la stabilité d'une certaine molécule, et donc c'est relié à la quantification. Et pour moi, c'était une façon pour un physicien de faire le lien, de faire un pont vers la biologie. Alors, je comprends très bien que pour toi, ça soit complètement différent et que ça puisse être complètement à côté de la plaque. Alors, simplement, ce qui donnait un petit peu, ce qui renforçait ce sentiment, c'est qu'il y a un certain nombre de physiciens dans les années 30, tu sais bien, qui se sont tournés, Delbrück, d'autres, etc., qui se sont tournés vers la biologie et qui ont fait des apports apparemment importants. Alors, ma question, c'est, est-ce que, et encore une fois, je ne veux pas du tout dire que Schrödinger, il a pris un certain nombre d'idées, en particulier chez Mal. Bon, il a mis ça dans une conférence, a donné un bouquin, etc. Mais du point de vue de l'intérieur de la discipline, tu en as parlé un petit peu, mais peut-être, est-ce que tu peux préciser un petit peu, est-ce que ça a été un apport, et si oui, en quel sens, et sinon, en quel sens? Je pense que c'est un apport, certainement, parce que ça a effectivement été... D'abord, l'arrivée des physiciens en biologie a fait monter le niveau dans les deux communautés. Donc, c'est ce que disaient les physiciens quand les physiciens sont partis faire de la biologie. Donc, c'est pas moi, c'est un propos de physiciens. Donc, oui, c'est un apport, parce que c'était des gens qui réfléchissaient de façon différente. Ça a enrichi le milieu de la biologie. Et comme je l'ai dit,
tout ce qui a été développé en biologie moléculaire pendant une vingtaine, trentaine d'années jusqu'à Monod, par exemple, sont des choses qui sont construites de cette façon sur l'idéologie de Schrödinger. Moi, je n'ai rien contre Schrödinger. Ce que je voudrais pas, c'est que maintenant, on l'a dépassé, c'est-à-dire qu'on est revenu à des choses différentes. Il ne faudrait pas que ça efface. Tu vois, dire que la biologie matérialiste est née avec Schrödinger, honnêtement, bon, à l'époque, ça m'énervait, maintenant, ça m'amuse, parce que bon, j'ai perdu de la testostérone, donc voilà. Mais je serais tout à fait... Et j'ai relu le truc de Schrödinger, et je trouve ça tout à fait intéressant que des gens comme Schrödinger, et Brillouin, c'est encore... Honnêtement, Brillouin, c'est encore un étage au-dessus, hein, pour ce qui est de l'intérêt de la biologie. Donc, oui, I égale colloque de P, ben voilà, oui. Et en plus, j'étais un peu énervé à l'époque, je vais te le dire, parce que c'est le moment où on développait les sciences cognitives, et on décidait que les sciences cognitives, c'était un physicien, un matheux, un philosophe, un biologiste, et je voyais pas, j'ai rien contre le fait qu'il y ait de nouvelles sciences qui se développent, ou qui apparaissent, hein, mais ça arrive de temps en temps, pas souvent, malheureusement, mais je ne voyais pas quel était le substrat théorique de cette affaire. Parce qu'il faut quand même un substrat théorique quand on crée une nouvelle discipline. Et la seule substrat théorique que j'avais pu trouver, c'était la théorie de l'information, d'une certaine façon. Donc ça m'avait un petit peu agacé, parce que je considère ça un petit peu comme une marche arrière par rapport à ce qui se faisait à l'époque en biologie, au renouveau d'une certaine tradition bernardienne en physiologie. Donc, mais tout ça, c'est des discussions intéressantes. Hein, et voilà, c'est pas très grave. Rien n'est très grave. Oui, monsieur. Vous avez dit, en tout cas j'ai cru comprendre, vous avez dit que le second principe s'appliquait pas bien dans la théorie de l'information aux organismes vivants. Je suis pas sûr d'avoir compris le bout de démonstration que vous en avez fait. Ça dépend à quel niveau on regarde. C'est-à-dire que si je prends le vivant comme un objet physique, et j'ai parfaitement le droit de le faire, et ça a apporté énormément. C'est pour ça que même les trucs de Darcy Thompson sont très intéressants d'une certaine façon, quand il dit je prends une cellule, je tire dessus, je pousse, je mesure l'élasticité. Tout ça sont des données qui sont intéressantes. Et d'une certaine façon, si pendant un certain temps, je peux assimiler une cellule à un milieu fermé, etc., qui permet quand même la base du principe de Carnot, quand même, hein, pourquoi pas? Je n'ai rien contre. Sauf que le vivant, non, ce n'est pas un système fermé, hein, ça c'est clair, et que le maintien de l'ordre, entre guillemets, parce que c'est une théorie de l'ordre malgré qu'il y a derrière ça, le maintien de l'ordre dans le vivant, il n'est pas lié au principe de Carnot, même si le principe de Carnot s'applique à un certain niveau quand on regarde ces objets comme des objets physiques, il est lié à quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et qui a des conséquences fondamentales pour notre compréhension de ce que c'est que le vivant, les pathologies, l'évolution, c'est que le vivant est éminemment instable. C'est-à-dire qu'à chaque instant, voilà, tous les 5 jours, vous changez votre intestin grêle. D'accord? Tous les ans, vous changez votre poids en cellules. Vous perdez 70 kg de cellules et vous reprenez 70 kg de cellules. Hein, et c'est toujours vous. D'accord? Donc ça, c'est une façon complètement différente de maintenir quelque chose, de maintenir de l'ordre. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a à voir avec la négantropie. Hein, c'est un principe complètement différent. Et ça a été nié pendant très longtemps, au point que, par exemple, le fait qu'il y ait des cellules souches dans le système nerveux, ça c'était terrible. Imaginez, je change de cerveau. J'y tiens tellement à mon cerveau, je me demande pourquoi, mais bon. A été nié par les physiologistes, et que ça fait simplement depuis, je dirais, c'est un article de Rusty Gage en 2005 hein, dans Nature Medicine, qui est le premier article qui a convaincu les gens qu'il y avait de la neurogénèse chez l'adulte dans le système nerveux, que ce n'était pas une machine. Hein. Donc, ou que c'était une machine, mais une machine d'un genre un peu particulier, parce qu'au fond, ça peut être une machine qui... Ouais, je m'en fiche, moi, que ce soit une machine ou pas, c'est pas le problème. Mais c'est pas la même conception du vivant. C'est-à-dire que la stabilité, pas éternelle, d'un organisme, elle n'est pas liée à un principe de négantropie, elle est liée à un principe de réparation et de reconstruction permanente. Voilà. Je peux me tromper, hein. Cette notion de réparation n'est pas parfaite, dans le sens où après on voit le cancer se développer. Ah ben, c'est pas parfait, non. D'ailleurs, sinon nous serions éternels. À chaque fois, il y a des erreurs.
Alors les erreurs peuvent être dramatiques. Par exemple, il y a des leucémies qui ne sont pas liées au fait que les cellules se divisent plus, mais qu'elles meurent moins. Hein, parce que quand vous avez la moelle osseuse qui fait des lymphocytes en permanence, des cellules sanguines en permanence, il faut qu'il y en ait qui disparaissent. Hein. Et si vous avez une mutation dans un gène qui fait que certaines cellules ne disparaissent plus, c'est l'invasion, il y en a de trop. Donc, et là, ce n'est pas un effet sur la prolifération, c'est un effet sur l'absence de mort. Vous voyez, donc il y a un équilibre entre la destruction et la construction qui est extrêmement important. Donc si vous faites un truc qui ne va pas dans cet équilibre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Par ailleurs, vous faites 100 000 lésions par jour dans l'ADN de vos cellules, y compris le cerveau. Donc chacune de vos cellules a 100 000 cassures par jour qui se fabriquent. Même s'il y a la neurogénèse, vous avez des neurones qui vivent aussi longtemps que vous, en particulier dans le cortex. 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans bientôt. Hein. Donc ce sont des cellules qui sont dont le génome est réparé en permanence. Hein. La réparation, elle n'est jamais parfaite. Hein. Donc voilà, vieillissement. Hein. Donc oui, ça ne se répare pas. Ça se réparait parfaitement. Mais bon, on n'est pas fait pour vivre éternellement. On est fait pour vivre 40 ans, se reproduire et mourir. Hein. C'est déjà beau qu'on arrive à doubler la dose. C'est beau, mais en même temps, Alzheimer, Parkinson, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà.